Voilà, bonjour à tous pour Bonjour. cette troisième rencontre web de l'association de passage. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous pour le moment le docteur Nathalie Prieto et nous espérons avoir très très vite Patricia Faure qui était prévue avec nous. Bonjour docteur et encore une fois un grand merci. Nous sommes très très touchés de vous avoir et très fiers, hein, on ne le cache pas. Vous êtes une personne un petit peu occupée, donc effectivement, merci de nous consacrer un petit peu de temps. Et d'ores et déjà, on annonce effectivement pour des raisons de contraintes sanitaires, vous êtes obligé de nous quitter 10 minutes avant la fin, 19h30. Il y a pas de souci, bien sûr, là-dessus. Alors, je vous présente très simplement parce que vous avez un parcours de vie assez étonnant. Mais je vais vous présenter comme vous êtes présenté. Donc, vous êtes psychiatre référent national et professeur associé de la médecine légale. Mais ce qui est très intéressant avec vous, c'est tout votre parcours, bien sûr, autour du psychotrauma. Donc, du coup, je voulais tout simplement commencer avec vous, c'est alors, nous sommes dans un cadre, je le rappelle quand même, de questionnement. Notre association questionne la pertinence de rapprocher la médiation équine à visée thérapeutique, l'équithérapie, avec une approche thérapeutique autour du psychotrauma, justement, et des états de stress post-traumatique, donc des patients qui en souffrent. On le sait avec vous, docteur, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, certainement, c'est de la pertinence de mettre en place une étude, comment, qu'est-ce que ça apporterait de plus par rapport à ce qui existe déjà. Mais d'ores et déjà, tout simplement, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez présenter un petit peu votre actualité, puisque vous êtes responsable de la coordination en France des CUMP. Alors, vous nous direz ce que c'est que les CUMP et ça va bien nous intéresser par rapport à notre sujet, bien sûr. Je rappelle que le professeur Garcia, dans un webinaire précédent, nous rappelait les quatre symptômes phares, j'allais dire, de l'état de stress post-traumatique, mais aussi a bien insisté sur le fait qu'il y a une insuffisance encore dans la formation des professionnels de la santé autour de cette question-là. Donc, j'aimerais vous entendre à ce propos-là, mais encore une fois, nous présenter ce que c'est que d'être coordinatrice des CUMP en France, en quoi ça consiste et quelle est la pertinence aujourd'hui, quelle est son actualité. Bonjour à tous, merci. Moi, je suis très honorée, hein, même s'il y a eu effectivement quelques loupés du fait des contraintes d'agenda, d'être avec vous connectés ce soir. Donc, en fait, oui, je suis Nathalie Prieto et je suis référente pour tout ce qui est cellules d'urgence médico-psychologique. Alors, les cellules d'urgence médico-psychologique, c'est un dispositif qui est déjà maintenant ancien. Avant, je disais, c'était un nouveau dispositif qui est apparu après les attentats en 95 et qui était chargé de prendre un dispositif pour une prise en charge précoce, c'est-à-dire une prise en charge qui pouvait aller sur le terrain des personnes ayant vécu un événement potentiellement traumatique. Alors, l'idée, c'était que, on sait quand il y a un événement majeur, le SAMU afflue pour la prise en charge physique des blessés, mais en fait, dans beaucoup d'événements, il n'y a pas que des blessés physiques, il y a des blessés psychiques. Et donc, l'idée, c'est d'intervenir aussi précocement sur ces blessés psychiques. Alors, l'aventure a commencé comme ça, avec la mise en place de ces cellules qu'il a fallu effectivement structurer en partenariat, etc. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on en est maintenant à la prise en charge du trauma, pas seulement dans la phase précoce, mais aussi dans les suivis, puisque maintenant, il y a des unités, comme vous le savez peut-être, qui ont été créées de centres régionaux du psychotraumatisme qui prennent en charge le suivi. Donc, on a vraiment maintenant toute la réponse en termes d'intervention immédiate sur les lieux, etc., quand il y a un événement majeur, mais aussi le suivi, et pas que des victimes de catastrophes, mais aussi des victimes tout venant, qui peuvent être des blessés, des agressés individuellement, etc. Et là, vraiment, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué dans le dispositif et je reste très, très intéressée par cette thématique du psychotraumatisme.
Alors aujourd'hui, comment vous réagiriez aux propos, par exemple, du professeur Garcia, de dire qu'il y a vraiment un gros effort à mettre en place pour renforcer les capacités des professionnels de la santé dans l'approche de l'ESPT? Oui, alors en fait, il a raison. Il a raison parce que c'est très particulier comme pathologie. Déjà, c'est une pathologie réactionnelle, c'est-à-dire on ne naît pas avec un psychotraumatisme. Hein. Alors, vous me direz, on n'est pas forcément avec une maladie mentale, mais c'est vraiment une pathologie générée par quelque chose qui nous vient de l'extérieur, même si c'est en interaction. Hein. C'est une agression, c'est un accident, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment une problématique où le temps va être extrêmement déterminant dans l'affaire. D'où l'intérêt d'intervenir à la fois précocement, mais d'intervenir aussi de manière spécifique. On ne prend pas en charge un état de stress post-traumatique comme on prend en charge un psychotique ou comme on prend en charge d'autres maladies mentales. Et la particularité, c'est qu'il faut être formé, qu'il y a des thérapies spécifiques et quand même qu'il ne faut pas trop traîner avant de prendre en charge les gens. Voilà, ça c'est les idées générales. Et c'est vrai que je rejoins ce que disait le professeur Garcia dans le sens où il y a quand même encore maintenant en France peu de thérapeutes formés à cette discipline. Et alors, il y a une information importante que vous dites. Pourquoi il est important de prendre le plus tôt possible? C'est-à-dire que ça fait vraiment des ravages quand on ne prend pas précocement ce type de traumatisme? Oui, parce que la particularité du traumatisme psychique, c'est de répéter l'expérience hein, de manière pathologique. Et plus on réactive de manière émotionnelle cette expérience qui va rester ancrée dans le psychisme, plus on la structure définitivement et il est difficile après d'en sortir. Vous me direz, c'est pas que le traumatisme psychique, toutes les maladies ont un meilleur pronostic quand on s'y prend plus précocement, c'est une évidence. Mais la particularité du traumatisme psychique, c'est que c'est très invalidant. Si vous ne le prenez pas en charge, c'est un trouble qui isole le sujet. Et il y a des conséquences, le psychisme étant le moteur, si le sujet est très affecté, il va y avoir des conséquences familiales, des conséquences sociales, des conséquences économiques et des conséquences en termes de pathologie assez, qui peuvent être très négatives. Et c'est d'autant plus dommage que très souvent, on peut sortir, il y a de bons résultats quand on intervient précocement. Et alors, je sais que ce n'est pas une patientèle que vous étudiez particulièrement, mais quand on vous entend vos propos, on se dit quand même que compte tenu du champ du psychotrauma chez les enfants, à travers effectivement tout ce qu'on peut entendre d'assez horrible, on se dit que le champ est déjà immense et qu'il y a un travail très urgent à mettre en place. Est-ce que vous savez qu'au niveau des CUMP ou au niveau parce on va en parler aussi des centres nationaux de ressources et résilience. Est-ce qu'il y Les a… centres régionaux, hein, il y a 15 centres de ressources et Ah, de il y a un résilience. centre national et il y a Voilà. des centres régionaux. Hein. C'est la structure dont je vous parlais tout à l'heure, Ouais, c'est hein, le ça. centre Donc, il y en régional. a à Lyon et il y en a une à Nice, puisque nous Il y en sommes… a un à Nice, oui, tout C'est à ça. fait. Donc, ces centres-là ont-ils intégré ce champ-là? Et puis, j'allais dire, est-ce qu'on est préparé, nous, au niveau de notre système de santé, à appréhender le SPT chez les enfants? Alors, ça reste une question qui pose problème parce qu'on est en retard en France sur la prise en charge des enfants, par exemple, par rapport à d'autres pays comme aux États-Unis. Néanmoins, les CUMP, on ne peut pas dire qu'elles ne se sont pas intéressées aux enfants parce que quand vous allez sur le terrain, il y a des Ah oui. enfants. Ils sont avec leurs parents, ils sont avec des éducateurs, avec des professeurs, enfin, chaque fois qu'un événement arrive, on ne se dit pas c'est des enfants, on n'y va pas, bien évidemment. Donc, si vous voulez, on a toujours vu des enfants psychotraumatisés dans les catastrophes. Et ça, on sait les prendre en charge sur les aspects précoces. Maintenant, les centres régionaux du psychotraumatisme que vous évoquez ont la mission exactement pareille de prendre en charge les enfants aussi bien que les adultes. Hein, c'est vraiment dans leur mission. Alors, pourquoi chez l'enfant, c'est important? C'est important parce que le traumatisme peut être générateur, si on n'intervient pas, de troubles constitutifs de personnalité. Autant chez l'adulte, on peut dire la personnalité est à peu près aboutie. Bon, les troubles réactionnels viennent et peuvent déstructurer, mais quand même, il y a une personnalité aboutie.
là, chez l'enfant, il est en train de se construire. Et se construire avec un psychotrauma, ça va dérégler l'appareil psychique au point de créer des troubles qui peuvent se structurer véritablement en des troubles pérennes du style maladie mentale. Ah oui, oui, c'est ça. On voit des troubles de la personnalité, on voit des troubles psychosomatiques, on voit des choses qui perdurent chez l'enfant et c'est d'autant plus là aussi, regrettable que l'enfant peut être… on a des bons résultats chez les enfants pris en charge précocement. Oui, très bien. Je tiens à saluer Patricia Faure qui nous a rejoint après quelques difficultés de connexion. Est-ce que vous pouvez nous parler, Patricia? Parfait. Alors, je vous entends bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Eh bien, on vous entend très bien. Ça paraît moins évident au niveau de la caméra, mais déjà, si on vous entend, c'est déjà très, très bien. Merci d'être là et je sais combien ça a été difficile pour vous. Nous sommes, bien sûr, vous connaissez très bien le docteur Prieto. Alors, je vais vous présenter rapidement Patricia et vous compléterez cette présentation. Vous êtes neurophysiologiste et docteur en psychologie cognitive, c'est ça? Tout à fait. Et ce qui va nous intéresser, et on va faire la transition avec ce que vient de dire le docteur Prieto, c'est que vous avez fondé une association qui s'appelle Equiliance sur Lyon. Et c'est avec cette association que vous avez pu travailler sur des patients souffrant d'états de stress post-traumatique, alors essentiellement des adultes. Je sais qu'il n'y a pas que ça, mais c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et effectivement, ce sont des patients qui sont en lien avec donc, le docteur Prieto. C'est bien ça? Non, en fait, pas avec le docteur Prieto. Ah, pardon. Les patients que j'ai eu l'occasion de suivre jusque-là sont… Alors, les patients, en fait, pour lesquels le diagnostic de troubles de stress post-traumatique était avancé, étaient des patients qui, en fait, nous étaient venus de façon assez indirecte du fait de douleurs chroniques. Ouais. Et en fait, donc, assez fréquemment, pour travailler avec le centre d'évaluation et de traitement de la douleur à Lyon, on avait assez régulièrement, dans ce cadre-là, des patients donc adressés d'abord pour des douleurs chroniques et qui, au fait, donc, étaient des patients qui souffraient de stress post-traumatique. Très bien. Donc, c'est quelque chose qui est assez souvent associé, hein, de même que la dépression. Alors, également des patients dépressifs qui associaient donc troubles de stress post-traumatique et dépression. Voilà, mais ce n'étaient pas des patients du centre du psychotrauma et donc ce n'étaient pas des patients pris en charge par Nathalie. Très bien. Alors, docteur Prieto, par rapport maintenant à cette histoire lyonnaise, comment vous en êtes, vous vous êtes intéressé finalement à ce que fait Patricia avec Equiliance. Je sais que vous suivez ça de loin, mais en quoi ça vous paraît pertinent de travailler avec des chevaux auprès de patients souffrant de SPT? Il faut déjà regarder qu'on a beaucoup évolué en matière de prise en charge des psychotraumatismes. Et quand j'ai commencé, on était sur une approche, j'ai débuté la psychiatrie, c'était les psychiatres militaires qui nous parlaient surtout de l'état de stress post-traumatique avec quand même une approche très analytique. Et puis, j'ai vu évoluer la thérapie dans ce champ-là. Et je m'y suis d'autant plus intéressée que je voyais que tout ce qui était avec médiation, tout ce qui était… on avait des résultats intéressants. L'idée d'un média, de la médiation animale m'a toujours intéressée parce que je pense qu'on s'adresse sur des parties émotionnelles assez inconscientes de l'individu et c'est comme ça qu'il faut soigner. On soigne très peu par le raisonnement et la cognition. On peut comprendre ces troubles par la cognition, mais surtout au niveau émotionnel que ça joue. Le cheval est un animal particulier. Et c'est vrai que on voit qu'on peut pas, on l'aborde d'une certaine manière. D'une manière générale, j'ai toujours un peu suivi la médiation animale. La médiation équine, elle m'a intéressée
un peu au plan personnel, parce que moi, je ne suis pas du tout cheval et je ne suis pas cavalière, mais j'ai une fille qui s'y intéresse beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu déjà chez elle, de manière très personnelle, des choses aborder le cheval de manière très spécifique. Et je me disais, tiens, ça doit être très intéressant d'avoir cette approche quand quelqu'un souffre de tel problème ou de tel autre. Et c'est vrai que après, j'ai appris avec Patricia, j'ai vu comment elle fonctionnait. Je me suis intéressée à l'association, je suis intervenue pour parler des différents aspects de la maladie mentale. Et c'est vrai que j'ai découvert ce champ, hein, c'est avec eux. Hein. C'est une aventure. C'est une aventure, tout à fait. Patricia, vous avez commencé il y a longtemps de cette médiation équine à visée thérapeutique? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années et antérieurement, de façon plus individuelle, dans le cadre d'établissements privés dans lequel j'ai pu travailler ou faire des remplacements. Et j'avais déjà un de mes chevaux à cette époque. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose à quoi je me suis intéressée il y a vraiment longtemps, effectivement. Mais c'est le cas assez fréquemment en psychiatrie. Hein. On connaît quand même beaucoup de services qui font de la médiation, qui travaillent en utilisant la médiation du cheval depuis une trentaine d'années. C'est pas quelque chose de récent en psychiatrie. Qu'est-ce qui vous permettrait Oui, excusez-moi Patricia, je vous en prie. Quand je disais une dizaine d'années, c'est au sein de l'association. Là, c'est une association qui a cette antériorité-là, et pas davantage. Mais personnellement, c'est depuis plus longtemps que ça. Voilà. Alors, quels seraient les arguments mis en avant selon vous pour défendre une médiation équine à visée thérapeutique auprès de ces patients? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est quelque chose de pertinent qui mérite d'être exploré, fouillé et renforcé? Alors, dire que c'est pertinent, ça repose déjà sur le fait qu'il y a de très nombreux témoignages. Comme Nathalie vous l'a dit, on a beaucoup d'études qui ont été faites dans le milieu militaire et des études notamment qui viennent du Canada, des États-Unis et qui sont toutes convergentes pour dire que les résultats qu'on obtient en utilisant la médiation du cheval sont rapides et vraiment très intéressants. Mais d'autre part, si vous voulez, ce qui me semble une évidence aussi, c'est que les cibles de la médiation avec le cheval, qui sont essentiellement, Nathalie vous l'a dit un petit peu, autour de tout ce qui est intelligence émotionnelle, ce qui est de l'ordre de la gestion des émotions, et puis de l'ordre de l'intelligence sociale avec la relation à l'autre, et de l'ordre aussi de l'efficacité personnelle perçue, qui est quand même quelque chose qui est à l'œuvre dans beaucoup de psychothérapie et qui, dans le cadre du cheval, est facilement accessible. On travaille très facilement sur ce sentiment d'efficacité personnelle. Et donc, ces trois cibles, en fait, qui sont vraiment les trois cibles de la médiation équine, autour des émotions, autour de la relation à l'autre et autour de ce sentiment d'efficacité personnelle, qui est souvent mis à mal dans les pathologies en psychiatrie, bien sûr, ces trois cibles-là sont des cibles qu'on travaille avec les personnes qui ont subi des stress post-traumatiques. Je pense que Nathalie ne va pas me contrarier sur ce point. Elle en parlait tout à l'heure, les problèmes donc de régulation émotionnelle chez ces patients, d'émoussement émotionnel aussi, sont des choses qu'on va pouvoir travailler dans le cadre de la médiation. La difficulté qu'ils ont dans leur relation aux autres, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir travailler dans le cadre de la médiation avec le cheval. Et les sentiments d'efficacité personnelle, c'est très important parce que ce sont des patients qui ont vécu quelque chose qui est de l'ordre de la perte de contrôle et qui, du coup, sont plutôt un sentiment d'impuissance et du coup aussi un ensemble de biais cognitifs qui portent à la fois sur leur propre capacité et puis aussi sur les autres et le monde qui leur sont devenus, en fait, qui sont devenus, comment dire,
à la fois dangereux pour eux, et ils ont cette perte de confiance qui se généralise un petit peu à toute chose. Et donc tout ça, ça se travaille très très bien avec la médiation du cheval. Et puis il y a tout l'ensemble des comorbidités qu'on voit avec le stress, les pathologies donc liées au stress post-traumatique. Et toute cette comorbidité, je pensais notamment à la dépression, l'anxiété, et puis aussi les douleurs chroniques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un ensemble de pathologies qui sont très accessibles à la médiation du cheval. Dans le cas de la dépression, on va pouvoir remobiliser les patients grâce à la médiation du cheval. Cette expérience de plaisir aussi que vivent les patients. Et puis tout ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de cette réactivation un petit peu des processus émotionnels, alors que les patients, donc, dans le cadre du stress post-traumatique, vivent plutôt un émoussement émotionnel. Puis enfin, c'est un mode de prise en charge, si vous voulez, qui est une thérapie active, qui nous semble plus adaptée que des thérapies verbales avec ce type de patient. Là, en fait, c'est souvent difficile pour eux de réaborder des situations où un ensemble de choses qui vont leur rappeler le traumatisme, mais par les mises en situation dans le cadre de la médiation équine, on va pouvoir travailler tout ça, opérer une désensibilisation à des situations qui leur sont devenues insupportables, réactiver, enfin, travailler les distorsions cognitives aussi, ces biais cognitifs dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre de situations d'exposition in vivo, en fait. Hein. Donc, on va pouvoir travailler un petit peu sur tout ce qui fait la symptomatologie du trouble de stress post-traumatique. Et Patricia, est-ce que vous avez la possibilité de vérifier les progrès est-ce que vous avez un dispositif d'évaluation qui vous permet de vérifier les véritables progrès constatés chez les patients? Ce sont les services avec lesquels on travaille qui ont en fait mis en place des outils d'évaluation des patients qu'ils suivent. Et dans le cadre de la mise en place d'une prise en charge, on leur demande toujours où en est le patient au moment où on va commencer la prise en charge. Et donc, ils vont, selon les services, hein, c'est par exemple très habituel dans le cadre de la prise en charge de la douleur que de faire évaluer la douleur par les patients aux différents temps de la prise en charge. Et donc, c'est vraiment, l'évaluation, c'est quelque chose qui appartient au service qu'on accompagne. Et ils ont, selon les pathologies, selon les services, selon les patients, ils ont des outils d'évaluation qui peuvent différer. Hein, je viens de vous donner l'exemple du centre douleur qui a des outils qui lui sont bien personnels. Mais en tout cas, oui, il y a une évaluation. Il y a une évaluation de l'état du patient au début de la prise en charge et ensuite au cours de la prise en charge et aussi après la prise en charge, au-delà de la prise en charge, de manière à voir comment les choses peuvent, le bénéfice peut être maintenu. Donc, ça nous permet effectivement de voir que rapidement, on a une amélioration de la symptomatologie. Alors, docteur Prieto, en entendant un petit peu ces expériences partagées, ce que vous avez dressé, la question qui se pose, je profite aussi pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions par chat, hein, dans Converser. Je le réexplique, et surtout sachant que le docteur Prieto va nous quitter dans une vingtaine de minutes. Donc, il faut en profiter. Oui, enfin, 25. Voilà, 25 minutes. Docteur Prieto, au vu de ce qu'on entend de la part de Patricia, je rappelle que, je répète que nous, l'association de passage qui nous sommes basés sur les Alpes-Maritimes, à Nice, nous nous appuyons sur le travail formidable fait par Lina Rossetti, qui est donc équithérapeute et qui travaille notamment depuis 2-3 ans maintenant avec des enfants victimes de l'attentat de Nice et d'autres enfants depuis peu qui souffrent de SPT. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut imaginer mettre en place une étude multicentrique, on en a déjà parlé avec vous, docteur, Oui. hein, mais qui permettrait effectivement de vérifier et de renforcer les propos de Patricia, c'est-à-dire quelque chose qui soit assez rigoureux et qui nous permettrait effectivement d'évaluer l'effet des chevaux, des poneys, sur notamment les enfants souffrant de SPT.
Alors, moi, je suis à fond partante, hein, parce que je pense que ce qu'on dit, ce qu'on voit, après, il faut le démontrer, hein, il faut obtenir des résultats. Alors, Patricia n'a peut-être pas parlé, mais à travers un écrit commun qu'on avait fait sur la médiation équine, il y a quand même eu quelques études chez les militaires, tu n'en as pas parlé, hein, où effectivement, on voyait bien… Oui, bien sûr. Comment? Oui. Si, je l'ai évoqué, les nombreuses études qui ont eu lieu chez les militaires. Par contre, les études chez les civils sont beaucoup plus rares, malheureusement. Voilà, mais là, ce les serait études peut-être chez les l'occasion de le civils. faire. Donc, moi, je serais très intéressée et je rejoins ce que disait Patricia pour rajouter que le stress post-traumatique, enfin les troubles traumatiques engagent vraiment le corps. Alors, vous me direz, toutes les maladies mentales engagent le corps. Mais à ce point-là, et je pense que vraiment, il y a un abord très, très particulier de la positionnement du corps dans cette médiation équine. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on arrive pas obtenir des résultats similaires sur des thérapies beaucoup plus directes, quoi. Hein, et ça me paraissait intéressant à souligner. L'engagement corporel dans ces états de stress post-traumatique, rien que dans le positionnement. Hein. Moi, j'ai des patients qui me disent, mais on leur dit qu'est-ce qui ne va pas, c'est comme si leur corps avait peur. Ah oui. Hein, ils sont tendus. Et je trouve que c'est très intéressant parce que là, le cheval ne m'entend pas. On ne peut pas se présenter comme ça avec un cheval. Et du coup, il y a tout un travail à faire de détente sans qu'il y ait de contenu psychique. C'est ça qui est intéressant. C'est que le corps est psychisme. Et c'est très intéressant. il y a vraiment un travail. C'est intéressant. Oui, Patricia? Quand tu dis leur corps a peur, c'est vraiment très intéressant parce que le cheval, justement, va réagir et donner une réponse précisément à ce qui émane de de ce corps, en fait, oui. En termes de posture, en termes de mimique, etc. C'est vraiment, si leur corps a peur, le cheval peut répondre à ça. Et du coup, on va pouvoir travailler avec ça. C'est très intéressant. Tout à fait. Non, mais je suis là pour évaluer. Alors, reste à savoir quelle méthodologie, qu'est-ce qu'on évaluerait. Je pense que comme toutes les études, si Patricia ne me contredira pas, parce qu'on en a déjà mené ensemble, je pense qu'il faut être modeste au départ sur ce qu'on veut mener. Alors, vous parlez tout de suite de multicentrique, j'ai hyper peur parce que le multicentrique, souvent, quand vous avez des collègues qui n'incluent pas, c'est une galère monstrueuse, elle sait, Patricia. Donc, moi, je commencerais peut-être par une petite étude pilote, plutôt. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, qui serait sur quelques enfants ou quelques personnes traumatisées pour voir un peu à travers. Et puis, c'est très publiable, hein, c'est très engageant de voir un peu quelles sont les dimensions qu'on peut travailler, quelles hypothèses on peut formuler de travail. Et voilà, moi je serais assez intéressant, mais dès que vous dites multicentrique, ça me fait peur, quoi. Disons que multicentrique, ça commence par 2 et ça peut être une étude comparative. D'accord, si c'est comme ça me va. Mais le multicentrique, tout le monde s'engage au départ et finalement personne n'a vraiment le temps, c'est l'échec assuré de l'étude, quoi. Alors, je tiens d'ailleurs à signaler que la semaine prochaine, nous aurons la 4e rencontre web du passage avec une représentante de la Haute Autorité de Santé qui approuve tout à fait ce genre de démarche, Cathy Leroy, et également Laurence Sicane, qui est une grande experte franco-israélienne de l'ESPT chez les vétérans et de l'équithérapie. Donc, il nous fera le plaisir d'intervenir depuis Israël en même temps, donc sur son parcours et son expérience dans ce domaine. Alors, ce que j'aimerais vous demander à toutes les deux maintenant, c'est que si on avait cette audace de mettre en place une étude de ce type, quelles sont les règles finalement de base qu'il faut respecter et les pièges qu'il faut éviter? Déjà le multicentrique, c'est-à-dire trop de centres engagés. Moi, je pense que là, il faut… ouais. Moi, ce n'est pas spécialement ce qui me fait peur. Ce n'est pas vraiment ce qui me fait peur, sinon qu'effectivement, en termes de moyens, en termes de dispositifs de recherche, si on est sur une étude multicentrique, ça mobilise beaucoup de moyens, beaucoup de gens, c'est beaucoup plus compliqué, mais pas dans la réalisation même de l'étude, dans sa mise en place, au niveau de sa logistique, j'ai envie de dire. Mais
donc, ce n'est pas ce qui me fait vraiment le plus peur. On a déjà fait des études multicentriques, justement, Nathalie. Là, moi, par exemple, le mot comparaison en psychiatrie me fait beaucoup plus peur. Il est très difficile de comparer, par exemple, une prise en charge utilisant la médiation du cheval avec une prise en charge qui utiliserait la médiation de je ne sais pas quoi d'autre. Là, les comparaisons en psychiatrie sont très compliquées, je trouve. Après, je pense que, comme l'a dit Nathalie, il faut être assez modeste sur les objectifs d'une étude et surtout, il faut bien cibler les choses. Donc, il faut savoir effectivement sur quoi on veut porter notre regard. Quand on dit, est-ce qu'il y a une utilité de cette forme de prise en charge, eh bien, est-ce que c'est par rapport à la réinsertion du patient? Est-ce que c'est par rapport à sa symptomatologie? Est-ce que c'est par rapport à sa qualité de vie? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi d'autre encore? Vous voyez, le regard peut porter sur différentes choses. Donc, il faut bien savoir ce qu'on veut évaluer. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je pense qu'il faut vraiment très, très bien définir ce que l'on souhaite évaluer et dans quel cadre on va l'évaluer. C'est-à-dire qu'il faut bien préciser auprès de quel type de patient, suivi depuis combien de temps, ils ont tel ou tel type de traumatisme aussi, hein, un traumatisme où il y a une intentionnalité humaine, et un traumatisme type accident, déraillement d'un train ou je ne sais pas quoi, avec des tas de personnes blessées autour de vous, etc. C'est toujours du traumatisme, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, c'est plus ces différents critères, en fait, qui méritent d'être précisés, et notamment en termes d'études multicentrique, puisque le terme a été employé, une étude qui s'adresserait à la fois à des enfants et à des adultes, par exemple, moi, ça me paraît quasiment impossible. Les patients, enfin, après, une fois de plus, tout dépend du type d'étude, de ce que l'on recherche. Donc, c'est vraiment, plus on part sur quelque chose de large, que ce soit avec le fait d'être sur quelque chose de multicentrique ou sur une population extrêmement variée, enfants, adultes, etc., plus on a de variations de ce type et plus il est compliqué de monter un protocole d'étude. Voilà, c'est plutôt ça ce que je retiendrai. Est-ce qu'on peut estimer, docteur, que la médiation équine à visée thérapeutique, l'équithérapie, peut arriver à suivre un petit peu les traces, par exemple, de l'EMDR? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une reconnaissance qui soit faite par les autorités de santé? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est les centres de ressources et de résilience. Est-ce qu'on peut intégrer une étude comme ça, prise en charge par un centre de ressources, par exemple? Alors, pardonnez-moi mes questions naïves. Hein. Ouais. Voilà. Alors, c'est une très bonne idée. Moi, je suis très favorable. Hein. J'ai une psychologue qui s'y intéresse de très près et qu'on a positionné sur cette thématique. Le problème, c'est, comme vous dites, prise en charge, ça suppose qu'on a un financement. Or, nous, on a juste été financés pour constituer une équipe. On n'a absolument pas de financement qui pourrait, par contre, effectivement, c'est des appels d'offres, des projets de recherche. Je reviens sur, parce que je vois qu'il y a des questions sur des données probantes, il faut un groupe contrôle. On sait tout ça. On sait, et on sait qu'il faut des groupes contrôles, et on sait. Mais de plus en plus, des choses à paramètres. Si vous pouvez couper le micro, peut-être. Je pense que c'est Patricia. Sur des données comme ça, exploratoires, où on ne sait pas finalement sur quels paramètres on va améliorer, commencer avant de vouloir faire une étude randomisée contrôlée sur un peu des casuistiques, c'est-à-dire l'étude de cas très approfondie, en dégageant les paramètres d'amélioration, ça pourrait être déjà une très bonne base. Ça pourrait être un guide d'évaluation. Alors peut-être que ça existe déjà, vous êtes peut-être mieux à même que moi parce que je suis spécialiste du stress post-traumatique, moins du cheval, mais au moins déjà un guide méthodologique pour savoir quels éléments on évalue et quels éléments apparaissent pertinents en termes d'amélioration, avant de vouloir construire un groupe contrôle. Ça me paraît une dynamique exploratoire minimale
est déjà une très jolie étude casuistique. Alors, cette remarque, je la salue, vient du docteur Laurence Amery, hein, qui a fait un recensement formidable des études. Elle parle comme un livre ouvert. Hein, ben voilà, elle connaît très bien. Elle a raison. Je te donne le bonjour. Oui. Oui, Patricia, vous vouliez réagir aussi? Alors, je suis désolée, je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit Nathalie. J'étais restée un petit peu sur le fait du sur ce que vous disiez à propos du financement des études. Et je voulais simplement vous dire à ce propos qu'il y a tout de même des organismes comme la Fondation Sommer, d'une part, que je salue au passage parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses dans le domaine de la médiation équine. Et puis aussi l'IFCE, plus récemment, mais qui finance aussi de belles études dans ce domaine. Et donc là, dans les mois qui viennent, on va commencer une étude avec le pôle de géroto de l'hôpital du Vinatier, qui est une étude qui est financée par l'IFCE et qui vise à montrer l'intérêt de la médiation avec le cheval, alors non pas dans le cadre du PTSD, mais dans le cadre donc de la dépression et des troubles, des troubles anxieux généralisés des personnes âgées. Donc, voilà, il y a quand même des personnes qui s'intéressent de près à tout ce que peut apporter la médiation du cheval et qui maintenant font des appels à projets dans ce domaine, et donc ça peut être un mode de financement. Voilà, je pensais à ça au moment où j'étais interrompue par un malheureux coup de téléphone. Je vous prie de m'excuser. Mais d'ailleurs, je salue, je crois, Madame Viedamant qui est avec nous. Donc, effectivement, l'IFCE fait des rencontres tout à fait remarquables maintenant sur ces questions-là. Je tiens à préciser, Laurence Amery le précise effectivement, Laurence est en train de nous faire un recensement aussi des études dans le monde qui sont faites sur médiation équine. Déjà, études sur l'enfant et le psychotrauma. C'est très, très intéressant. Elle nous donne quelques approches. Et parmi ces approches-là, il y a l'intervention parfois du cheval, notamment aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très instructif. Ce que je voulais dire, docteur, c'était par la prise en charge par centre. Le centre, c'est pas que le centre lui-même, sur ses fonds propres, le prenne en charge, mais répondre à un appel à projet, effectivement, avec plus de crédibilité qu'une association comme Le Passage, qui pourrait être associée simplement et partenaire. Hein, bien sûr. Ah ben là, moi, je suis partante, hein, bien sûr. Alors, bien sûr. Laurence pose la question, elle m'a précédé. Parmi les enfants, je sais que c'est moins votre domaine, mais est-ce que vous savez s'il y a des travaux de référence sur le psychotrauma des enfants et l'approche sur ce psychotrauma juvénile? À qui à vous, docteur, pardon, excusez-moi. À moi, oui. Est-ce que je sais si… Moi, je n'ai pas vu, c'est pour ça que j'ai posé la question un petit peu à Laurence, là, sur des études sur trauma et médiation équine chez l'enfant. Je ne les connais pas. Hein. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas, parce qu'on dit toujours, quand on ne sait pas, on dit qu'on n'a pas. Il y en a peut-être, c'est pour ça que je lui pose la question. Sur médiation équine et psychotrauma, bon, ben, très, très heureuse de voir les résultats et de les connaître. Ça commence par là, hein. Je crois que ça serait bien que peut-être Laurence, mais elle me dit à moi, elle ne l'a pas mis à tout le monde, puisse effectivement nous donner quelques repères sur les critères évalués en matière de trauma chez l'enfant. Voilà, ça c'est important. Patricia, vous avez pu déjà, vous, travailler avec des enfants ou que des adultes? Avec les chevaux. Ah, j'ai travaillé bien sûr avec des enfants aussi. Avec les chevaux. Mais alors, le problème, c'est que c'est pas toujours évident ce diagnostic de stress post-traumatique. Je veux dire que tout à l'heure, je vous parlais des personnes qui nous viennent pour des douleurs chroniques et qui ont derrière un diagnostic aussi de stress post-traumatique, mais qui n'est pas mis en avant quand ils viennent pour une prise en charge en médiation équine. On apprend que ce sont des patients donc qui ont aussi une pathologie de stress post-traumatique, liée au stress post-traumatique. De la même façon pour les enfants, je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants ou d'adolescents, je pense surtout à des adolescents qu'on a pu avoir en médiation équine, qui de fait avaient vécu des stress des situations donc très, très violentes, très, très difficiles, avec vraiment des situations de stress et de traumatisme sévère.
Mais on ne les voit pas toujours pour ça. Ils ne nous sont pas toujours adressés pour ça. Oui. Et donc, pour d'autres pathologies associées, en fait. Et donc, en fait, on a des cas comme ça un petit peu éparpillés. Hein, mais sans avoir suivi de cohortes d'enfants qui, dans un contexte particulier, avaient vécu des stress bien identifiés, etc. Voilà, vous voyez, comme par c'est exemple pas toujours aussi évident que ça. Comme par exemple l'attentat de Nice, effectivement, avec le CHU Lanval qui a tout de suite s'est organisé pour prendre en charge. Oui, tout à fait. Est-ce que… c'est quelque chose de bien identifié, autour du traumatisme. Là. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je vois une question de Gwendoline. Y a-t-il un endroit en France où nous pouvons nous former en médiation équine symptômes post-traumatiques? Je ne pense pas me tromper en disant que non, parce que déjà qu'on a compris que le psychotrauma, c'est quelque chose déjà d'émergent, de compliqué en tout cas, donc il n'y a pas à ma connaissance d'existence ce type de centre encore, peut-être prochainement sur Nice, si Lina Rossetti continue à évoluer et se qualifier comme elle le fait. Je rappelle que Lina Rossetti a obtenu à l'Université de Nice son DU de psychotrauma, hein, donc l'année dernière, et qu'elle est à la fois équithérapeute. Donc il y a quand même une conjugaison de 2 qualifications qui peuvent être intéressantes. Oui, tout à fait. Elle est courageuse parce que, bon, reprendre des études, elle n'a pas un grand âge, mais quand même, nous n'avons plus 20 ans, n'est-ce pas? Donc, voilà. Ce que je voulais aussi vous poser comme question, c'est l'accueil pour vous, connaissant quand même le système de santé par rapport à ce type d'études. Est-ce que vous pensez, docteur Prieto et Patricia, que le système de santé, par exemple, à Lyon existant, est plus ouvert et pourrait accueillir favorablement ce type d'études, où il y a encore un certain scepticisme qui existe? Docteur? Alors, c'est compliqué de le dire. Moi, je n'ai jamais senti, quand j'évoquais les thérapies animales, quand on évoque particulièrement chez l'enfant, je n'ai jamais senti qu'on a eu des polémiques qu'on a eu au moment de l'arrivée des sciences cognitives ou même l'arrivée de l'EMDR. Je trouve qu'il y avait plus de scepticisme lors des thérapies cognitives. Patricia ne me démentira pas. Hein. Moi, je suis issue de cette école analytique qui ne voulait pas entendre parler, alors que Lyon était quand même un fief de thérapie cognitivo-comportementale. Ça a été très compliqué. Le MDR, quand c'est arrivé, ça a quand même été la médiation animale. Je crois que les gens n'ont pas j'ai pas senti moi de réticence sur cette approche. Alors vous me direz c'est marginal, peut-être que si on la mettait à toutes les sauces, peut-être qu'on commencerait à avoir des détracteurs. J'ai pas ce sentiment. On reconnaît hein, quand même dans tout ce qui est grand public. Alors je vous fais un peu les lectures grand public, le rôle de l'animal. Alors là, je ne parle pas du cheval, hein, dans des dépressions, dans des pertes d'élan, etc. C'est largement diffusé. Donc les gens, ça, c'est pas trop remis en cause. Mais franchement, moi, de mon ressenti, le Centre régional du psychotraumatisme à Lyon, du fait de la présence de Patricia Faure, a cette valence autour de la médiation animale, particulièrement équine. Je n'ai pas senti de gens qui étaient sceptiques, dubitatifs ou qui semblaient trop être des détracteurs. Maintenant, il faudrait voir. Hein, faudrait voir. Alors, je réagis quand même en précisant un peu plus ma question. Effectivement, je pense que je réagis par rapport à une conversation que j'ai eue avec un expert de l'autisme il y a quelques années qui estimait que l'équithérapie ne faisait pas de mal. Ça, c'est évident. Mais considérait qu'elle était arrangée dans le « ça fait du bien », comme quand on va se baigner à la piscine, c'est son exemple, et qu'il ne fallait absolument pas lui donner du crédit plus que ça. C'est-à-dire pas du tout une dimension thérapeutique. Donc, c'est ce scepticisme-là qui peut être jugé, c'est-à-dire ça fait du bien, mais il ne faut pas le considérer quand même comme quelque chose de trop sérieux. Mais enfin, bon, vous savez, il y a beaucoup de choses hein, sur lesquelles on dit ça. Bon, il faudrait voir sur quoi il s'étaye pour dire ça fait du bien. Et puis, bon, il connaît l'autisme. Est-ce que c'est… Là, on n'est pas en train de parler des autistes. Non, c'est vrai. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et je pense surtout que
les gens, les personnes de façon générale, ont tous vécu des expériences de plaisir, j'ai envie de dire, avec les animaux, que ce soit le chien, le cheval, particulièrement le cheval, le chien. Mais en tout cas, c'est certain, ces expériences de plaisir, tout le monde les a vécues. Et donc, personne ne va dire le contraire. Et c'est un petit peu ce que disait la personne dont vous parlez là. Ça ne fait pas de mal, ça fait que du bien. Il y a ce plaisir dans la rencontre avec l'animal et l'interaction avec l'animal. Mais il ne faut pas confondre ce que fait le cheval. C'est beaucoup. Il a vraiment des caractéristiques vraiment qui font qu'il fait beaucoup et qu'il apporte beaucoup. Il faut vraiment compter avec lui. Mais il ne faut pas confondre ce que fait le cheval et ce que fait le thérapeute. C'est-à-dire qu'il faut savoir si on se contente effectivement de mettre un animal en présence d'une personne et de dire il va passer un bon moment, ou si on se dit je vais travailler avec ce qui va se passer dans cette interaction. Et là, c'est la compétence du professionnel qui est en cause. Donc, je pense que la personne qui vous répondait, elle pensait en fait que la médiation du cheval, eh bien, ça supposait un bénéficiaire, un cheval, et puis c'est tout. Bien sûr. Et c'est pas tout. Je pense que ça, il faut quand même l'avoir présent à l'esprit. Et on parlait tout à l'heure de MDR, de TCC, etc. Eh bien, en fait, c'est une combinaison de tout ça, souvent. Je veux dire que, par exemple, dans le cadre de la médiation avec le cheval, on ne se contente pas d'amener un cheval et de le mettre en présence et de le faire interagir avec la personne. On va avoir aussi une compétence professionnelle, hein, et donc des outils professionnels qu'on va utiliser. Et par exemple, si je prends mon cas personnel, eh bien effectivement, les outils que j'utilise sont des outils qui sont des outils, des moyens qui sont ceux des thérapies comportementales et cognitives. Je vous parlais tout à l'heure d'exposition à des situations. La PERS, c'est une thérapie active, comme le sont les TCC, et la personne, dans le cadre de la médiation équine, est mise en situation elle est exposée à des situations. Donc, de même qu'elle va se désensibiliser à d'autres situations au fil des séances. Je vous parlais aussi de restructuration cognitive. Donc, c'est tous des outils qui sont des outils des thérapies comportementales et cognitives. Donc, parce que c'est ma formation, c'est ce que je vais utiliser en termes d'outils quand je travaille en médiation équine. Mais c'est cette compétence-là qui fait que ça fait un petit peu plus que simplement faire du bien, à mon avis. En tout cas, si vous voulez bien, Patricia, on vous garde 10 minutes. mais docteur, on voulait vraiment vous remercier. C'est l'heure pour vous de partir. Hein, Oui, c'est très gentil. En tout cas, je rejoins ce qui est dit. On n'a pas assez insisté sur le fait que n'importe quoi, par exemple, parler, ça apaise, mais si vous ne parlez pas à un psychiatre, il ne va pas vous soigner. Là, c'est pareil, elle a raison, Patricia. Aller à cheval, ça peut faire du bien, ça peut. Et je crois qu'il se référait à ça. Quand on a les outils pour travailler, je pense que Lina Rossetti sait bien mieux que moi de quoi je parle. Quand on a les outils pour travailler avec un sujet souffrant grâce au cheval, c'est radicalement différent. C'est pas aller faire une petite balade en poney, je m'amuse. C'est autre chose. Et je crois que c'est comme la musique ou la musicothérapie, c'est quand même différent de prendre un instrument et taper dessus. Voilà, je crois que ça, c'est important à souligner. Je terminerai là-dessus. Un grand merci, bonne soirée à vous et on espère vous retrouver à notre séminaire. On espère pouvoir toujours le programmer, donc en début d'année. J'espère aussi, hein, tout est bouleversé actuellement. Puis je remercie ceux qui m'ont répondu. Voilà, et puis j'ai aussi fait des demandes. Alors j'espère que dans le public, ça va répondre. Voilà, merci à tous. Merci. Et je suis désolée de vous quitter comme ça, mais si je ne pars pas maintenant, je vais être bloquée. Voilà. D'accord, très bien. Oui, il y a le couvre-feu à Lyon, tout simplement. Très bien, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Oui. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Patricia, à bientôt. À bientôt.
Patricia, effectivement, j'avais une question à vous poser à propos de cette approche par le cheval. En attirant l'attention dans le chat, j'attire l'attention sur les remarques de Laurence Amery, hein, parce qu'elles sont effectivement très, très pertinentes, hein. On ne démarre pas de zéro, effectivement, dans la médiation équine. Et il y a vraiment du travail qui est bien fait un peu partout à l'international. Je vous invite vraiment à lire le livre de Laurence à propos de l'autisme, hein, et des publications sur l'autisme et la médiation équine à visée thérapeutique dans le monde. Oui, Patricia, est-ce que on dit trop souvent qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de preuve, etc. Mais il y a quand même de belles études qui ont déjà été faites. Et puis aussi, il y a beaucoup d'études qui, sans être de très grandes études, convergent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être pointé, cette convergence. Mais alors, ma question, c'est toujours un petit peu pareil. Vous êtes vraiment pionnière, Patricia, en France, ou est-ce que vous connaissez peut-être plus récemment, des expériences équivalentes qui existent en France ou d'ailleurs à l'étranger sur cette médiation équine à visée thérapeutique travaillant sur le SPT? Oh, je pense que beaucoup de personnes qui travaillent en utilisant la médiation du cheval ont eu en charge des patients qui avaient des troubles de stress post-traumatique. C'est vraiment, c'est quand même des patients qu'on rencontre fréquemment. Mais est-ce que vous avez une démarche, est-ce que vous avez essayé de faire une démarche de partage d'expérience, de mutualisation avec d'autres associations, par exemple, qui auraient travaillé là-dessus, ou est-ce que vous êtes resté par des moyens limités, centré sur votre propre approche? En fait, non, on échange beaucoup avec les personnes qui font de la médiation, qui travaillent en utilisant la médiation du cheval dans la région, bien sûr, préférentiellement, parce que c'est plus évident, mais même au-delà de ça, hein, avec des associations sur Paris ou dans le nord de la France, un peu de partout. Non, on échange beaucoup. Mais après, pas forcément autour du stress post-traumatique. Hein, les pathologies qui peuvent bénéficier et les patients qui peuvent bénéficier de la médiation équine sont tellement nombreux dans des domaines tellement différents que aussi bien des pathologies psychotiques que de l'autisme, que de la dépression, même de la dépression réactionnelle. On peut utiliser la médiation du cheval dans de très, très nombreux domaines, en fait, en psychiatrie. Donc, quand on n'échange pas forcément sur des patients qui souffraient de stress post-traumatique. Mais je dis simplement que c'est une pathologie fréquente. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément le diagnostic qui est avancé, qui est mis en avant, mais vraiment mis en avant. Ça ne veut pas dire qu'il est méconnu. Hein. Les personnes qui ont en charge ces patients-là savent très bien que ce sont des patients qui souffrent de stress post-traumatique, mais ça n'empêche pas de les adresser peut-être, je vous disais tout à l'heure, pour des douleurs chroniques ou pour une dépression. Voilà, c'est simplement le fait que, et c'est d'ailleurs l'intérêt que je voyais à la mise en place des centres du psychotrauma en France, c'est que là, c'est des personnes pour lesquelles le psychotrauma est vraiment clairement identifié. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un ensemble de patients qui sont vraiment identifiés comme des troubles de stress post-traumatique et effectivement avec lesquels faire des études bien ciblées et pourtant sur cette pathologie. Très bien. Peut-être une dernière question qui est peut-être difficile à répondre, mais je me suis toujours dit que si la médiation équine à visée thérapeutique avait la capacité de se structurer et de pouvoir accueillir un maximum de patients, quels qu'ils soient, dans un pays comme la France, comment pouvoir imaginer, comment pouvoir prétendre, Patricia, répondre à une demande qu'on estime gigantesque? Comment on peut estimer, parce que quand même, s'appuyer sur des chevaux, c'est pas évident. Il faut s'appuyer donc sur des centres qui permettent d'avoir des chevaux. Il faut avoir des chevaux aussi qui sont quand même adaptés à ce type de pathologie. Hein. Tous les chevaux ne sont pas forcément préparés et donc ça pose des problèmes. Comment on peut imaginer faire ce saut et que l'équithérapie soit prise en considération? En simplifiant les choses. Comment?
Je pense que c'est en simplifiant les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des barrières où il n'y en a pas et les compliquer. En fait, vous avez dit, c'est pas tous les chevaux. Moi, j'ai presque envie de dire le contraire. Si, c'est à peu près tous les chevaux. Enfin, pourvu qu'ils ne traînent pas des casseroles, comme je dis souvent. Mais ça peut être des jeunes chevaux, des vieux chevaux, des chevaux qui sont émotifs, des chevaux qui ne le sont pas, etc., etc. Parce que tout dépend de ce qu'on veut travailler avec les patients. Et donc, et après, je pense qu'il faut que les dispositifs soient simplifiés un maximum aussi. C'est-à-dire que si on pense médiation équine comme on penserait équitation, ah là, ça devient compliqué parce qu'il faut des structures, il faut des chevaux particuliers, il faut enfin, beaucoup de choses en fait qui compliquent énormément. Alors que si on pense simplement que le cheval a des caractéristiques qu'il est intéressant d'utiliser dans le cadre d'une prise en charge en psychothérapie, eh bien, on utilise le cheval. Voilà, un cheval, tout simplement. Et sans avoir autour du cheval un amoncellement de contraintes pratiques et matérielles qui rendent ensuite les choses quasiment impossibles pour les structures. Ou alors, ça occasionne tellement de frais qu'ils ne peuvent pas le mettre en place. C'est ce qui nuit d'ailleurs à la médiation équine. C'est qu'il y a quand même des freins financiers pour beaucoup d'établissements qui ne peuvent pas du tout mettre en place cette prise en charge pour leurs patients pour cette raison-là, surtout dans les grandes villes. On voit bien par exemple sur l'hôpital que alors que je parle de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, la médiation avec le cheval n'existe que depuis une huitaine d'années, non 7 ans je crois, parce qu'en fait l'hôpital a fait le choix il y a 7 ans d'avoir en intramuros 4 chevaux. Ah oui. Et à partir de là, ces chevaux étaient à disposition des services pour faire de la médiation équine et du coup il y a 25 services qui en font. C'est évident que l'hôpital n'aurait pas pris en charge pour 25 services des séances de médiation thérapeutique avec le cheval à l'extérieur de l'hôpital. Mais au plein centre de la ville, c'était la seule solution d'avoir des chevaux en intra. Par contre, il y avait sur l'hôpital des services, comme je vous le disais tout à l'heure, qui faisaient de la médiation avec les chevaux depuis 30 ans. Mais là, ce n'était pas des services en intra-hospitalier, c'était des CMP à la campagne, enfin à la campagne entre guillemets, mais près de Givors. Et là, il y avait une possibilité d'organiser cette forme d'activité avec des petits centres équestres qui, certains jours de la semaine, étaient tout à fait disponibles pour accueillir des services, mettre à disposition des chevaux pour des séances de médiation équine. Ça, ce n'était pas possible en ville. Mais par contre, là où c'est possible, je vous dis quelquefois dans des CMP à l'extérieur de l'hôpital, eh bien, ça existe depuis très longtemps parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a pas tous ces freins financiers, dans la mesure où ils peuvent trouver des solutions assez facilement. Oui, c'est très clair. C'est pour ça que je vous dis, la solution, c'est de ne pas compliquer les choses. Ben écoutez, ça sera le mot de la fin parce que c'est un beau message d'espoir. Hein. On en a besoin par les temps qui courent. Donc c'est quelque chose de très pertinent. On y réfléchira parce qu'on tient beaucoup à se rapprocher de vous, Patricia, et du docteur Prieto. Tout le monde l'aura compris pour vos conseils et voir l'implication dans la mise en œuvre d'une étude pilote. Effectivement, donc on va réfléchir à tout ça et surtout, eh bien là aussi, nous serions ravis, bien sûr, de vous retrouver à notre séminaire que nous souhaitons organiser en début d'année. Nous restons vigilants, nous espérons que le contexte sanitaire évoluera positivement comme tout le monde et que ça puisse favoriser le déplacement des uns et des autres pour organiser ce type de rencontre. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Je sais que ça n'a pas été facile, Patricia, parce que vous avez des problèmes de connexion. Vous avez la chance d'être finalement en pleine nature, mais avec l'inconvénient pour les connexions Internet. Donc, c'est quelque chose de difficile. Vraiment, ça a été très, très riche une nouvelle fois. Nous sommes vraiment ravis et très fiers de vous avoir eu, Patricia, avec le docteur Prieto. Vous formez un binôme sur Lyon qui est tout à fait un modèle, je trouve, et très inspirant pour nous, en tout cas sur Nice, et j'espère pour ceux qui nous ont écoutés. Voilà, eh bien, écoutez, on a enregistré, comme d'habitude, dès demain matin, nous mettrons sur YouTube et nous vous enverrons le lien qui permettra de réécouter, parce qu'on ne vous a pas beaucoup vu, il n'y a pas de caméra, mais de réécouter cet enregistrement. Merci à vous.